blanc. Tout a commencé à Berlin en 1885. L'Europe ne se suffit plus à elle-même. Petits et grands États industriels se bousculent dans une véritable course aux colonies. Les conquêtes s'officialisent. Une conférence internationale consacre les projets coloniaux de la Belgique, ou plutôt de son souverain Léopold II. Ce dernier n'est plus seulement roi des Belges. Par achat et contrainte, le voici devenu chef d'un État formellement indépendant, le Congo, qu'il gérera comme un prince d'Ancien Régime gérait son patrimoine. Pour les grands groupes financiers et industriels, un nouveau champ d'action s'ouvre. Pour le reste du pays, c'est plutôt l'indifférence, voire l'hostilité. Le bourgeois conquérant se veut civilisateur. Les expéditions scientifiques et les explorations s'organisent. Mais chaque explorateur cache déjà un militaire, et chaque militaire un missionnaire. L'armée prétendra chasser les bandes esclavagistes. Les missions, catholiques et protestantes, prétendront éduquer un peuple primitif. Derrière ces préoccupations qui se veulent humanitaires, il y a les dures réalités de la présence coloniale. L'appropriation des richesses naturelles, l'expropriation des terres, l'instauration du travail forcé, la dislocation des civilisations noires dont on veut, au nom de l'Occident, ignorer et le passé et le présent. Aux razzias esclavagistes se substitue le nouvel ordre colonial, l'ordre du plus fort. C'est d'abord la mainmise sur les richesses immédiatement disponibles, caoutchouc et ivoire. Puis, très rapidement, vient l'exploitation organisée du sol et du sous-sol. De véritables empires se fondent. Le plus connu, l'Union minière du Haut-Katanga, reçoit en concession un territoire aussi vaste que la Belgique. Technique blanche, sueur noire. Expropriés de leurs terres, privés de toute ressource, les masses noires prennent péniblement la route de la civilisation, celle des mines ou des grandes exploitations agricoles. Parlez-moi, griot. Parlez-moi de mon père qui pensait à ces choses dans la solitude rythmée de son likembe. Il avait conquis le roc aride et tracé le rail. Les chines pliées, lui qui n'avait jamais courbé la tête, il avait, au prix d'une mesure de sel, pénétré les profondeurs de cette terre soumise. Et ce n'était plus ni pour les croisettes, ni pour les bracelets, ni pour les saguets qui faisaient sa grandeur perdue. En ces temps de vérité blanche, de fantômes noirs. Le premier tronçon ferré, Matadi-Léopoldville. Chaque kilomètre coûte la vie à 100 indigènes. Technique blanche, sang noir. J'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, le principe des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires. Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité, très souvent la Révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lutter contre l'injustice et l'oppression, l'Afrique le sait déjà.
Partout, on pense négritude, identité perdue, indépendance, partout en Afrique, sauf au Congo belge. Ici, encore et toujours règne un triumvirat. Administration, trust, mission religieuse. Ici, on étouffe par la persuasion ou la force, par le goupillon et le sabre. Rien ne permet au Congo l'émergence d'une conscience politique africaine. Pour les Belges, le mot d'ordre est pas d'élite, pas d'ennui. Telle métropole, telle colonie. Un enseignement primaire étendu mais rudimentaire, monopole des missions jusqu'en 1956, un enseignement secondaire très limité et orienté vers l'encadrement religieux, un cycle universitaire inexistant. Juste de quoi former une main-d'œuvre sachant travailler et se soumettre. Le pays en a besoin, il regorge de richesses. Les monopoles, les trusts, sont là pour les exploiter. Les Noirs pour travailler. Et surtout, pas de syndicats, pas de partis, pas de liberté de réunion, d'association ou de presse. Mais si on ne veut pas d'élite, on ne peut se passer d'élus. Les séminaires forment des centaines de prêtres. Pour te faire oublier que tu étais un homme, on t'a appris à chanter les louanges de Dieu, écrit Patrice Lumumba. En 1956, c'est le sacre du premier évêque noir, résultat de la stratégie d'une église à l'écoute des mouvements qui animent l'Afrique. Car le continent noir bouillonne. Pour que se perpétue la domination occidentale, il faut lâcher du lest, changer les modes d'intervention. L'expansion de l'économie mondiale d'après-guerre rend anachronique le vieux mode d'exploitation coloniale. 42, pas beaucoup, hein. 44, 46, 48. L'équilibre budgétaire du Congo est mis en péril par la baisse du prix des matières premières sur le marché international. Désormais, et pour la première fois, la Belgique va devoir débourser pour le Congo. 1070 le Pour l'industrie et la finance, il s'agit désormais de mettre en œuvre de nouvelles politiques d'exploitation. À défaut de moderniser l'Afrique, on modernise sa gestion. Sur place, le petit colonna blanc n'est plus de mise. On fera des mécontents, au Congo comme en Belgique, parmi tous ceux qui, directement ou non, vivaient des miettes du prélèvement colonial. Car il devient impossible d'ignorer plus longtemps les aspirations africaines à l'indépendance. Alors, on prend les devants, on organise des élections. Avant le grand jour, les électeurs débutants apprennent, au cours de réunions publiques, la bonne manière de choisir leur candidat et de le désigner sur le bulletin de vote. Pour joindre l'utile à l'agréable, les réunions d'informations électorales se terminent par un joyeux spectacle et là, l'unanimité se fait d'office sur les danses. La capitale du Congo belge expérimente l'ambiance électorale. Des candidats noirs et blancs croient en la vertu de la photographie. Le jour du vote, de longues files attendent patiemment de pouvoir participer au scrutin. Dans le calme et la dignité, la communauté belgo-congolaise franchit la première étape dans l'exercice des responsabilités politiques. Des élections consultatives, dérisoires. Peut-on nier indéfiniment les vrais problèmes? Léopoldville, 4 janvier 1959, c'est l'émeute. Explosion de colère, colère d'un peuple trop longtemps soumis au silence. Jour de pillage et d'incendie. Mais la répression est brutale, mitraillade dans la foule, et voici le sang qui se répand. Jour de morts africains. La colère monte et n'est pas prête de s'arrêter. Mais quelle est donc cette clameur qui s'élève de ces terres lointaines? Le Belge est brutalement tiré de sa torpeur. L'opinion publique métropolitaine savait peu de choses du nationalisme congolais en train de se développer. Comment faire face à cette explosion? On fait appel aux vieilles recettes ostentatoires du pouvoir.
Le roi des Blancs, le grand Bwana Kitoko, qui triompha en 1955, calmera peut-être les esprits, à moins qu'il ne s'agisse, pour les Belges de la métropole et de la colonie, de se rassurer eux-mêmes sur un avenir qui leur échappe. D'autant plus que Bruxelles prend précipitamment l'initiative, le gouvernement et le roi promettent l'indépendance, mais pour une date indéterminée. Le Congolais, en tout cas, payera cher la soudaine générosité politique de son colonisateur. Les capitaux et l'épargne trouvent dans les troubles et l'instabilité naissante un alibi pour déserter le Congo et émigrer vers la Belgique et les banques internationales. La situation financière de la colonie, déjà précaire, va en s'aggravant. Le Congo, impréparé, se trouve face à lui-même. Le principe de l'indépendance est acquis, il reste à discuter les modalités de la remise des clés. Janvier 1960. À la table ronde, les dirigeants congolais et belges se rencontrent, se confrontent et s'affrontent. Soudée autour du principe de l'indépendance, la délégation congolaise réclame unanimement la libération du leader nationaliste Patrice Lumumba comme préalable à toute négociation. Patrice Lumumba libéré, c'est l'homme autour de qui se nourront bientôt les espoirs des uns, les rancunes et la haine des autres. La dame aux fleurs, qui est-elle? Qu'a-t-elle dit? L'histoire n'en a gardé que ce geste. Patrice Lumumba, l'homme de la rupture avec le passé colonial, l'homme de l'unité congolaise par-delà les vieux antagonismes tribaux, l'homme de la conscience panafricaine. Face à lui, Kasavubu, partisan d'un État fédéral, il est aussi et surtout l'homme d'une ethnie, les Bakongo, dont il rêve de rétablir l'ancien royaume. Et puis, l'homme du colonna blanc, Tshombe, l'homme de la future sécession katangaise, le règne des ethnies, la balkanisation du Congo. Février 60, en un mois, tout va se décider. À la table ronde se produit l'impensable, l'indépendance est fixée au 30 juin suivant. Victoire, peut-être, mais l'unité des délégations congolaises vole bientôt en éclats. Risque calculé, peut-être aussi. Le gouvernement belge peut jouer les arbitres entre les différentes tendances congolaises, position confortable, mais jeu de dupes. Il ne reste que 4 mois pour mener l'indépendance à terme. 4 mois. Dramatique pari congolais. Je suis particulièrement satisfait des résultats de la conférence de la table ronde. Le 30 juillet, notre peuple accède au rang des peuples libres et je peux assurer le peuple belge qu'à partir du 1er juillet 1960, une amitié sincère et durable persistera entre nos deux pays indépendants. Merci, monsieur le Monde. Tshombe Moïse, président général de la CONACAT. Kiboué Jean, vice-président général de la CONACAT. Et votre impression sur la table ronde? Notre impression est très satisfaisante parce que notre but du fédéralisme a été atteint sans avoir employé le mot du fédéralisme. Tout le contenu du fédéralisme se trouve dans le système qui a été adopté à la table ronde, notamment le pouvoir dans chaque province. Merci beaucoup. Ici Sengouvulu, président du parti du cartel. Je vous dirais simplement ceci, c'est que nous sommes satisfaits, quoique, comme j'ai eu l'occasion de déclarer aux journalistes, nous nous montrerons vigilants parce que les révélations faites par un quotidien bruxellois ce matin sur les manœuvres déployées par des groupes financiers pour cela de gros intérêts au Congo doivent nous pousser à être vigilants. Nous voudrions que la Belgique joue franc jeu. Et puisque le gouvernement s'est engagé à mettre à exécution les décisions qui découlera de la table ronde, il faut qu'il aille jusqu'au bout et qu'il ne se laisse pas manœuvrer par ces groupes financiers auxquels je fais allusion tout à l'heure. Manœuvre de coulisses, mais il y a aussi la façade. La Belgique reçoit ses hôtes congolais et fête la naissance du nouvel État indépendant. Mais loin des faces et de l'apparat de la puissance colonisatrice, l'avenir du Congo se prépare, tragiquement. Le roi finit son discours sur ces mots, « Que Dieu protège le Congo ». Oui, que Dieu protège le Congo. Dans le même temps, la Belgique renforçait son dispositif militaire au Congo.
Ici, une compagnie de grenadiers va s'envoler vers l'Afrique centrale. On apprenait simultanément la nomination d'un ministre résident au Congo, M. Gansov van der Merch, chargé des affaires générales de la colonie jusqu'à son accession à l'indépendance. Il a pour charge principale d'y faire régner l'ordre en restaurant l'exercice de l'autorité. Sur place, les autorités belges comptent sur la fidélité de la force publique, corps armé noir, force répressive entièrement encadrée d'officiers blancs. Officiers blancs, soldats noirs. Ordre blanc, obéissance noire. Et pour 10 ans encore. Curieuse indépendance. Mai 60, les élections législatives. Bientôt un Sénat et une Chambre des représentants comme en Belgique. Mais qui détient réellement le pouvoir? L'administration belge subsiste. La force publique subsiste. Les sociétés commerciales belges et étrangères subsistent. Curieuse indépendance. Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Indépendance, tcha-tcha, to gagné. Indépendance, tcha-tcha, tozouye. Indépendance, tcha-tcha, tout maquillé. Le Congolais n'a pas seulement dansé. Méprisé jusqu'ici, considéré comme politiquement incapable, il fait preuve soudain d'un sens politique qui inquiète. Les élections confirment la popularité de Lumumba. Son parti, le Mouvement national congolais, devient le plus important du pays. Il forme avec d'autres tendances nationalistes une majorité au Parlement. Mais en coulisses, des manœuvres se déroulent. Contre Lumumba, les Belges jouent la carte Kasavubu. Lumumba, désigné comme informateur, n'en est pas dupe. Vous savez, n'est-ce pas, que depuis longtemps, il y a eu des manœuvres. La presse était très bien lorsque M. Kasavubu s'est rendu en Belgique pour inviter les rois. La presse s'est demandé de quoi il s'agissait. Si on m'a confié la mission, c'est uniquement pour sauver la face. Les complots étaient déjà faits. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. Et la position que je prendrai demain, que je rendrai publique, le peuple me suivra. Et s'il faut mourir demain, le ministre Gachov qui est venu avec mission spéciale d'installer un gouvernement fantoche au moyen des armes, demain, il marchera contre le peuple. Et je le déclare devant la presse internationale. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous sommes à 6 jours de l'indépendance. Le monde politique s'affaire. Mais il semble difficile de rassembler les Congolais autour d'un gouvernement. Lumumba en est conscient. Le monde nous regarde. Ce pays connaît actuellement une certaine crise économique. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Nous devons compter sur l'apport des capitaux européens, des techniciens. Mais tous ces gens ne viendront pas dans notre pays tant qu'il existera un malaise politique. Et nous devons comprendre cela. Il va de l'intérêt de notre pays. 30 juin 1960, jour de l'indépendance. On attend l'arrivée du roi Baudouin. Lumumba, investi de la confiance parlementaire, est devenu Premier ministre. Kasavubu, qui a la confiance des Blancs, est président de la République. Une dualité de pouvoir s'installe. Solennellement, sabre à la main, le roi est venu reconnaître l'accession du Congo à l'indépendance. Peuple congolais, mon pays et moi-même, nous reconnaissons avec joie et émotion que le Congo accède ce 30 juin 1960 en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Au moment solennel
où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante, nous ne pouvons pas nous empêcher de mesurer la gravité de nos responsabilités et, dans une attitude de profonde humilité, de demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte, une lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité et à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Ce qui fit notre sort à 80 ans de régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns, cruelle et inhumaine pour les autres. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères? Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. L'indépendance du Congo marque un pas décisif vers la libération de tous les continents africains. Vive l'indépendance et l'unité africaine. Vive les Congos indépendants et souverains. Pour les Belges, le discours de Patrice Lumumba fait l'effet d'une bombe. Une certaine opinion digère mal l'indépendance. Au Congo même, rien n'est résolu. Les problèmes hérités de la période coloniale et laissés en suspens par les Belges vont rapidement faire surface. La force publique, tout d'abord, qui se désagrège dès les premiers jours de l'indépendance. Elle exige impérativement l'africanisation de ses cadres, alors que son chef, le général Janssens, a cru bon d'indiquer au tableau de l'état-major « Après l'indépendance égale avant l'indépendance ». Les incidents se multiplient, des violences se produisent, la mutinerie se répand. L'ancienne métropole décide d'intervenir militairement et sans l'accord du gouvernement congolais qu'elle vient de reconnaître. Les para-belges sont censés réussir là où la politique a échoué, restaurer l'ordre au Congo. Mais de quel ordre s'agit-il? Matadi, tout était redevenu calme au Congo. Pourquoi l'armée belge a-t-elle soudain bombardé ce port? Il ne restait en ville que 5 blancs volontaires. À nouveau, le sang noir coule, la mutinerie reprend. Sous le choc des événements et l'escalade de la violence, l'exode massif commence. Pour certains Belges, c'est la panique. Pour d'autres, en revanche, au Katanga, il s'agit de tenir, de reprendre l'initiative, de reconquérir le terrain perdu. Pour faire régner l'ordre, il faut que le désordre règne. L'ère des sécessions commence. 11 juillet 60, le Katanga se rebelle. C'est la fin de l'unité politique du Congo et le début de graves difficultés économiques, car près de la moitié des ressources de l'État proviennent du Katanga. Dans cette riche région, l'Union minière, filiale de la Société Générale de Belgique, se place comme premier exportateur mondial de cuivre, premier producteur de cobalt, sans compter l'uranium et d'autres richesses.
Monsieur, voilà, n'est-ce pas, vu que nous n'avons pas la confiance au gouvernement qui vient d'être constitué à Léopoldville et présidé par M. Lumumba, nous avons pris comme décision de déclarer l'indépendance du Katanga. Je m'explique. Nous voulons que le Katanga garde sa souveraineté. Avant l'arrivée des Blancs, ils n'ont pas trouvé le Congo. Ils ont trouvé différentes ethnies. Eh bien, nous voudrons, n'est-ce pas, garder notre souveraineté. Derrière les sécessionnistes, le colonat local, l'armée belge et l'Union minière. Nous avons profondément admiré la manière dont les autorités provinciales étaient parvenues à maintenir l'ordre au Katanga, alors que tout le reste du Congo sombrait dans le chaos. Et en réalité, le soutien que nous avons donné au gouvernement Tshombe n'a jamais été que celui de continuer à exercer nos activités pratiquement dans les mêmes conditions de paix et de tranquillité qu'avant l'indépendance, ce qui a permis au gouvernement de continuer à bénéficier des ressources en recettes, impôts et devises étrangères de l'Union minière. Bruxelles ne reconnaît pas officiellement le nouvel État, mais l'appuie par sa présence militaire, son assistance technique, ses conseillers politiques. Si, pour le reste du Congo, le gouvernement belge pousse les colons au rapatriement, il organise au contraire leur maintien au Katanga. La sécession, c'est la dissolution du Congo. C'est une victoire contre les nationalistes. C'est aussi pour l'ancienne métropole une plateforme pour la reprise en main du pays. Session dramatique à l'ONU. Le ministre Kanza accuse la Belgique d'agression et réclame le retrait immédiat des troupes belges. Le ministre Vigny s'indigne. Monsieur Kanza, voyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer pareil? Sur les 50 femmes que compte le camp Hardy, 43 ou 44 ont été violées. Le représentant congolais ne parvient pas à faire condamner la Belgique pour agression, mais le retrait rapide de nos troupes est voté à l'unanimité. Pourtant, la résolution du Conseil de sécurité reste sans effet. Dans la rue, les nationalistes se mobilisent contre la présence militaire belge et pour réduire la sécession katangaise. Ils exigent l'intervention de l'ONU. C'est le début d'une des plus importantes opérations civiles et militaires de l'histoire de l'ONU. Les États-Unis y jouent un rôle décisif. Le rétablissement de la paix au Congo est conditionné au départ immédiat des troupes belges. The establishment of peace in the Congo is conditioned by the immediate departure of Belgian troops. Au nom de notre gouvernement, on behalf of our government, nous remercions le Conseil de sécurité de la résolution qui vient de voter dans ce sens. We want to thank the Security Council for the resolution which has been adopted in that sense. Nous exprimons notre confiance à M. le secrétaire général des Nations Unies et espérons trouver une solution rapide. Non sans difficulté, les casques bleus contraignent les troupes belges à quitter le territoire congolais. Partout, sauf précisément au Katanga, où celle-ci constitue le principal appui de Tshombe. Pour le Katanga, pas de solution rapide. Ici, l'ONU temporise. Loin de reconquérir la province sécessionniste, le secrétaire de l'ONU va négocier à Elisabethville, avec les rebelles. Pour éviter l'affrontement direct entre Léopoldville et le Katanga, Hammarskjöld tente un compromis. L'ONU limitera sa présence à un détachement symbolique.
300 casques bleus bloqueront les aéroports katangais. Cette mesure, sous couvert de neutralité, handicape surtout le gouvernement central, privé désormais des moyens d'intervenir directement au Katanga. Durant ce répit, mis à profit par les rebelles, Tshombe met sur pied ses bandes armées. La gendarmerie katangaise, entraînée par des officiers belges et européens, sera rapidement opérationnelle. Mais pour le gouvernement de Léopoldville, d'autres difficultés surgissent encore. Après la sécession du cuivre, celle du diamant. 8 août 60, au Kasaï, Albert Kalonji proclame à son tour l'indépendance de sa région. Fabuleuse richesse que ces mines du consortium belgo-américain de la forme minière, premier producteur mondial de diamants industriels. À Léopoldville, Lumumba comprend qu'il faut agir vite, car le temps joue en faveur des sécessions. Elle s'organise, elle trouve des appuis, tandis que l'État central ne peut plus tenir sans les ressources de ses deux plus riches provinces. Plus que les rebelles, le véritable assiégé, c'est le gouvernement de Léopoldville. Mal soutenu par l'ONU, abandonné par les Américains, trompé par les Belges, Lumumba convainc Kasavubu de se tourner vers l'Union soviétique. Il obtient l'aide d'une dizaine d'avions de transport, mais les soviétiques ne veulent pas faire un pas de plus. Malgré tout, les opérations de reconquête commencent au sud Kasaï, au pays du diamant. C'est par cet acte, première offensive des nationalistes, que le sort de Patrice Lumumba est virtuellement tranché. Toutes les puissances conservatrices, blanches et noires, se déchaînent et se liguent contre lui. Entre Lumumba et Kasavubu, la dualité de pouvoir est désormais consommée. Pour apaiser les Occidentaux, pour donner des gages à ceux que Tshombe rassure, Kasavubu prend une initiative brutale en révoquant Lumumba de son poste de Premier ministre le 5 septembre 1960. Lumumba réplique le même jour en destituant à son tour Kasavubu. La course au pouvoir est ouverte. Mais c'était compter sans le troisième homme. Parce qu'il dispose de la force, le colonel Mobutu fait irruption entre ces deux pouvoirs qui s'affrontent et tente de confisquer la situation à son avantage. 12e semaine du drame congolais. À Léopoldville, le colonel Mobutu convoque la presse et lui annonce qu'il prend le pouvoir. S'appuyant sur la majorité de l'armée, le colonel forme un gouvernement composé de techniciens et d'universitaires. Joseph Désiré Mobutu, actuellement Mobutu C.C. Seko, collaborateur de Lumumba, journaliste à l'occasion, ancien sergent comptable à la force publique, il est à présent l'homme de l'appareil militaire. Avec l'appui des Occidentaux, dont il aura de plus en plus la confiance, il s'imposera par la ruse, la force et la violence. Face à ce coup de force, Kasavubu veut conserver son propre pouvoir. Contre les nationalistes, il nomme Premier ministre le fédéraliste Ileo. Contre Mobutu, il prétend au commandement de l'armée. Mais sur le terrain, la force appartient aux soldats du colonel Mobutu. Les Américains leur garantissent une solde que le gouvernement de Léopoldville est bien incapable de payer depuis la sécession des provinces riches. Dans la rue, les troupes de Mobutu, dans l'ombre, ses conseillers du groupe de Binza. Les nationalistes, repliés sur Stanleyville, persistent dans la voie légale. Gizenga reforme un gouvernement lumumbiste. Nous restons légalistes. Et toute solution et toute discussion qui font fi au Parlement, qui est seul habilité par le peuple à légiférer et à prendre toute décision qu'il engage, reste inacceptable par mon parti et par le gouvernement légitime de Stanleyville. Et comment pensez-vous parvenir à un tel objectif? Avant tout, convoquer le Parlement. Après la convocation du Parlement, le gouvernement de M. Gizenga se présentera avec son cabinet au complet. Il sollicitera à ce moment-là la confiance ou la méfiance
Et ce n'est qu'après ça que nous pourrions connaître si le gouvernement nommé par M. Kasavubu peut alors se présenter devant le Parlement. Quelle est votre position vis-à-vis de M. Kasavubu, précisément? M. Kasavubu a violé et délibérément les institutions dont il a prêté serment le 30 juin 1960. Et vis-à-vis du colonel Mobutu? Pour nous, le colonel Mobutu n'est qu'un militaire rebelle contre l'autorité établie par le peuple. Militaire rebelle, peut-être, mais la légalité a changé de camp. Le colonel Mobutu est désormais maître de la rue, maître de la situation, maître du pouvoir. Une véritable chasse aux lumumbistes commence. Lumumba, lui-même isolé, est arrêté à plusieurs reprises, puis relâché. Il obtient la protection des troupes ghanéennes détachées par l'ONU. Homme de l'unité nationale, il s'obstine à exercer son mandat depuis la capitale plutôt que de regagner son propre fief politique, Stanleyville. Il y allait pourtant de sa sécurité. On sent que le nationalisme congolais s'effrite. Paradoxe de l'histoire. L'homme qui représentait la légalité parlementaire est à présent placé hors la loi par ses ennemis. Ces images sont les dernières de Patrice Lumumba en liberté. Accompagné de sa femme, il se rend dans la cité indigène, geste de défi pour ceux qui veulent l'abattre. Pour le Congo et pour l'Afrique, il était un espoir. Sa voix allait bientôt s'éteindre. Début décembre 60, Patrice Lumumba est arrêté avec 2 de ses compagnons politiques par les soldats de Mobutu alors qu'ils tentaient ensemble de rejoindre le gouvernement de Stanleyville. Contre eux se déchaîne la violence des bourreaux et de leurs complices. Livrés en grand secret au Katanga, ils sont exécutés par les hommes de Tchombe le 17 janvier 1961. Le monde n'apprendra leur assassinat qu'un mois plus tard. À sa femme Pauline, Lumumba écrit ce dernier message. « Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir s'ils te parviendront, quand ils te parviendront, et si je serai en vie lorsque tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. À mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau, et qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays qui souffre autant saura défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique, Patrice. Partout dans le monde, c'est la stupéfaction et la colère. La nouvelle de l'assassinat frappe de plein fouet l'opinion publique internationale. À New York, aux Nations Unies, les Noirs de Harlem ne se sont pas trompés sur la signification du meurtre de Patrice Lumumba, briser la volonté d'émancipation et de libération des peuples noirs partout dans le monde. Tandis que le monde manifeste, au Congo, on tente la normalisation. Un journaliste français nous livre ses impressions. La dernière fois que j'étais venu ici, c'était en octobre. Les grues du port étaient déjà immobiles. Elles le sont toujours. Par contre, l'atmosphère de la ville a changé. Une activité règne superficiellement. Le calme et la tranquillité sont apparents. Les Européens n'ont plus peur. Mais ils ont définitivement renoncé à comprendre et même à critiquer. Ils ont découvert le fatalisme avec une surprenante facilité.
Des Belges sont revenus, les femmes sont rentrées, les enfants jouent dans les parcs. Si la mort de Lumumba a laissé la population blanche apparemment indifférente, la population noire, elle, vit dans l'anxiété. Pour les Noirs, c'est aussi la misère et la faim. Pour Tshombe, dans son Katanga, c'est la victoire. Du moins, il se l'imagine. Soutenu officieusement par les Belges et certains Occidentaux, appuyé par ses voisins rhodésiens et sud-africains, il s'installe et joue les véritables chefs d'État. Nous avions des frères au grand sourire, au grand sourire. Hommes liges et des négriers sans couleur. Tshombe, Tshombe, souriez, souriez massacreurs de Manonon, Kabalo, Kabongo. Souriez dans les volutes de l'éternelle cheminée, symbole toxique des cigares des maîtres sans visage. Tshombe, souriez, souriez, bon nègre. Souriez, nègre, mon frère, pour $1, 1 franc, 1 livre. Vendez mon pays, mes toisettes. Et dites-moi, Katangais valeureux, vous êtes libre? Le cadavre de Lumumba semble alors rendre possible une réconciliation nationale. Les Occidentaux pressent les dirigeants noirs de trouver rapidement une voie de normalisation. Tshombe commence à les inquiéter. Réunis, enfermés à l'Ovanium, les politiciens congolais tombent d'accord. C'est à l'ancien syndicaliste Adoula que l'on doit ce tour de force, rallier politiciens modérés, pro-occidentaux et nationalistes. L'opération Adoula semble réussir. Dans l'euphorie, la classe politique congolaise fraternise. Quant à l'armée, Mobutu rassure. L'armée ne s'occupera plus, mais plus jamais de la politique. Une fois l'armée dans les casernes, Adoula s'assure du ralliement des anciens adversaires. Mais Tshombe, l'homme de paille, se prend au sérieux. Il s'oppose à toute ouverture aux nationalistes. Faisant mine de participer aux négociations, il consolide en fait la sécession du Katanga. Mais Lumumba éliminé, la réconciliation acquise, la sécession katangaise devient un obstacle à la reprise en main du pays. Pour les Occidentaux, Tshombe est désormais encombrant. C'est l'ONU qui est chargée de reconquérir la province rebelle. Tshombe ne veut rien entendre. Les premiers combats s'engagent. La gendarmerie katangaise occupe toujours le centre d'Elisabethville. Mais l'ONU met tout en œuvre pour réduire la sécession katangaise. Malgré un armement inférieur, les Katangais défendent avec acharnement leur position. L'ONU présente quelques prisonniers faits à Eville lors des premiers combats de rue. De son côté, le gouvernement katangais montre un groupe de soldats suédois capturés près du champ d'aviation. Après les premiers affrontements, le secrétaire des Nations Unies tente de négocier un cessez-le-feu, mais il trouve la mort dans un mystérieux accident d'avion en Rhodésie. Au Katanga même, Tshombe se prépare pour l'inévitable deuxième round. Il recrute dans la pègre internationale ses mercenaires, les affreux. Leur première mission, réduire au silence la résistance intérieure, les maquis Baluba. Les Baluba sont originaires du Kasaï. Ils ont été artificiellement importés au Katanga par l'Union minière, qui les considérait comme une main-d'œuvre valable. Une autre race, une autre langue, une autre tribu, ils s'étaient difficilement intégrés dans l'État katangais. Les haines tribales s'étant réveillées après l'indépendance, l'ONU décida de créer un camp où les Baluba menacés pourraient être regroupés. Elle en attendait 1000, ils sont aujourd'hui 40 000, mal nourris, mal logés. Tous les jours, il en vient d'autres. À l'intérieur du camp, la température monte et les conditions de vie sont de plus en plus difficiles. Nous nous y sommes rendus.
Nous sommes ici parce qu'on est traité mal dans la cité. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Qu'est-ce que vous faites dans la cité? On nous a arrêtés sans motif. On disait que vous êtes des politiciens. Donc, comme ça, on vous arrête. Vous allez à la promenade ou bien en prison pour vous tuer ou bien frapper autrement. Je n'aime pas les Tchombés, toujours. Les Tchombés, c'est terrible. C'est impérialiste. Nous tous de Kasaï, de Bakusu, de Basongue et de Balouba, nous sommes trop souffrus ici. Le gouvernement de Katanga, il nous traite très mal. C'est pourquoi nous quittons la cité d'avion et restons tout près de l'ONU. Alors c'est pourquoi nous restons ici, ce que le gouvernement central n'a pas proposé. Nous allons attendre la question du gouvernement central. Tchombé est encore belge. Comme les impérialistes ne veulent pas les Tchombés. Pauvreté, misère, promiscuité, malnutrition, maladie. Dans le camp, c'est là le lot des victimes de la guerre civile. Ailleurs, au Katanga, c'est le massacre des Balouba. Est-ce que vous avez l'impression de courir un danger en ce moment? Non, absolument pas. Est-ce que vous avez, vous, l'impression de courir un danger? Oh non, absolument pas. Non? Nous sommes bien armés. Il y a une chose qui est surprenante, nous étions hier dans le camp des Balouba. Ah oui, là-bas, ça va bien, là-bas. Et on se trouve ici aujourd'hui à la piscine, ben, je dois dire que ça fait un drôle d'effet, enfin. Ben, la ville est divisée en deux, enfin. Derrière le pont, il n'y a personne, et de ce côté-ci, la vie reprend normalement. Oui. Vous croyez qu'elle va reprendre normalement, que tout est fini, ou... Nous l'espérons. Oui, voilà, c'est juste. Qu'est-ce que vous pensez de l'ONU, vous? Ce sont des pauvres gens, ils n'ont encore rien compris de toute la situation ici. Et vous êtes de cet avis-là aussi? Moi, j'aime pas l'ONU, je voudrais bien qu'ils foutent le camp, qu'ils nous laissent tranquilles, et on se débrouillera sans eux. Qu'est-ce que vous pensez de Tchombé? Vous connaissez? Je suis ici, je suis obligée de rester ici, voilà, je m'amuse très bien, c'est tout. Et je m'occupe pas de la politique, voilà. Et vous croyez que ça va durer longtemps encore? Je ne sais pas, j'espère que ça va finir. Et comment, votre avis? Qu'on a la paix, qu'ils foutent le camp. Qui ça? L'ONU, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression, enfin nous avons un peu une impression d'inconscience de la part des Européens qui sont ici en ce moment? Non, je ne crois pas. Ce n'est pas de l'inconscience. Il y a peut-être deux choses. Il y a un attachement, ça fait une chose. Une volonté de travailler en paix, d'avoir la paix. Regardez, c'est bien une image de paix, ce bassin de natation ici, par exemple. À notre tenue ici, vous allez, hein, quand on va passer ça sur les écrans français ou autres, on va peut-être croire qu'il y a une inconscience. Mais ce n'est pas de l'inconscience. C'est un simple désir de paix. Loin d'avoir la paix, c'est la guerre qui commence. U Thant, le nouveau secrétaire de l'ONU, annonce la deuxième offensive contre le Katanga. Tirant la leçon de leur premier échec, l'ONU et les Américains mobilisent désormais des moyens accrus en hommes et en matériel. Ils veulent en finir avec la sécession et avec Tchombé lui-même. Fonçant vers Jadoville, les puissantes colonnes de l'ONU témoignent de l'ampleur des moyens mis en œuvre au Katanga. Pylônes abattus, ponts sautés et autres destructions ne pouvaient guère que retarder quelque peu la progression des Onusiens. Il ne restait pratiquement aucune chance à la gendarmerie katangaise, même dans des combats d'arrière-garde. Et pourtant, le drapeau katangais flotte toujours. Cette fois, c'est à Bruxelles, où les partisans du leader rebelle ne désarment pas. Au Katanga, cependant, plus rien ne peut désormais sauver Tchombé. Contre les blindés, mortiers, canons et autres matériels d'assaut, toute résistance organisée était devenue impossible. Les menaces de guérilla et de destruction totale planaient sur la tragédie katangaise. Épisode de cette progression, 2 mercenaires sont capturés, un Belge et un Hongrois apatride. Jadoville allait être pratiquement sans combat. Depuis quelque temps, nous sommes déjà habitués aux attaques des Nations Unies. Et nos soldats, n'est-ce pas, trouvent ça comme un petit amusement. Mais l'amusement, si amusement il y a, tourne à la défaite.
Bombardée, Elisabethville brûle. Tshombe est frappé au cœur même de sa puissance. Battu mais non défait, il est acculé à négocier. À Kitona, il signe la fin de la sécession katangaise, avec le sourire, car pour lui, ce n'est que partie remise. À Léopoldville, c'est la normalisation. Le Congo et la Belgique renouent leurs relations diplomatiques, rompues en juillet 60 à cause du bombardement de Matadi et de la sécession katangaise. Juin 62, on fête le 2e anniversaire de l'indépendance. L'optimisme officiel ne peut cacher les dures réalités. 2 provinces toujours rebelles, le contentieux économique avec la Belgique sans solution, à quoi s'ajoute l'indiscipline latente de l'armée et de son chef, le colonel Mobutu, et une totale décomposition administrative. Afin de pallier ces difficultés, Adoula s'adresse à son allié privilégié, la Maison-Blanche. Il obtient l'assistance de l'administration Kennedy et surtout son aide financière pour réduire Tshombe au silence. Au Congo même, le colonel Mobutu ressort de l'ombre et s'affirme dans la conquête du Sud Kasaï. Mais il reste encore à reconquérir le Katanga. C'est alors que l'ONU intervient pour la 3e fois. Tshombe, isolé, s'obstine jusqu'à l'absurde. C'est la guerre à outrance, la politique de la terre brûlée. Tout est miné, ça je ne me cache pas. C'est ça, et vous êtes Tout prêt... est miné, tout le pont, toutes les centrales électriques, tout est miné. Les barrages aussi? Les barrages aussi, tout est miné et il ne reste plus qu'à mettre un bouton, n'est-ce pas? Et le cas échéant, vous êtes prêt à donner l'ordre de tout faire sauter? Mais cette fois, les Nations Unies ont mission d'en finir définitivement. La politique de la terre brûlée ne se réalisera pas. Trop d'intérêts sont en jeu. Janvier 63, dans des combats d'arrière-garde, les mercenaires et les gendarmes katangais essayent de sauver la face. Mais c'est la fin. La sécession katangaise est définitivement enterrée. Le 3e round se termine en débâcle. À la radio, Moïse Tshombe se déclare forfait. Les ministres du Katanga, réunis en conseil ce matin, sous ma présidence, ont pris des décisions très importantes. Nous sommes prêts à proclamer immédiatement devant le monde que la sécession katangaise est terminée. À laisser aux troupes des Nations Unies la liberté de mouvement dans tout le Katanga, à rentrer à Elisabethville pour y régler les modalités d'application intégrale du plan STAM. Imperturbablement souriant, Tshombe va signer l'acte de reddition. Cette fois, ce sera le bon. La gendarmerie katangaise est désarmée, les mercenaires en fuite. Mais pour combien de temps? Car demain, ils feront encore parler d'eux. On brûle dans des fourneaux les billets provenant de la Banque centrale du Katanga. Comme Tshombe, la monnaie katangaise n'a plus cours. Après la question katangaise, le contentieux économique avec la Belgique. De cela aussi dépend l'indépendance réelle du Congo. À Bruxelles, Cyril Adoula rencontre Théo Lefebvre, Premier ministre. J'espère que les conversations que nous aurons et les conversations qui se tiendront au sein des commissions que nous allons mettre au travail seront de nature à resserrer les liens qui existent entre nos 2 pays et à assurer une amitié durable entre le peuple congolais et le peuple belge. C'est de tout cœur que je vous souhaite donc la bienvenue. Je suis heureux, dans ces conditions, de consacrer ma première visite à l'étranger à la Belgique, avec laquelle nous avons tant d'affinités et tant d'intérêts communs. Affinités et intérêts communs, l'accord se fait rapidement dans le domaine militaire. L'assistance belge sera renforcée. Mais lorsqu'il s'agit de transférer à Léopoldville le portefeuille et les avoirs congolais, c'est l'impasse. Les intérêts en place ne lâchent rien. Au Congo même, c'est aussi l'impasse. La marge de manœuvre d'Adoula se rétrécit. Totalement dépendante de l'étranger, l'économie congolaise est en crise. Les distributions de vivres, la charité internationale retardent difficilement les échéances.
Chômage, misère et bientôt famine, la population sent que l'indépendance lui échappe. Le pouvoir se coupe chaque jour davantage de la nation. Et puisqu'il ne peut résoudre, il réprime. Le Parlement est mis en congé. Mais on ne réduit pas un peuple au silence en bâillonnant ses représentants. Condamné à la clandestinité, l'opposition s'organise. Premier maquis armé, ceux du Kwilu, dirigés par Pierre Moulélé, ancien ministre de Lumumba. En janvier 64, l'insurrection s'étend. À Kikwit même, la moitié de la population est favorable aux rebelles de Pierre Moulélé. Parce qu'ils sont bapendés comme Antoine Gizenga, parce qu'ils ont faim, parce que Léopoldville n'a trouvé qu'un seul remède à leurs maux, la police et la prison où se trouvent peut-être en ce moment nos confrères de 5 colonnes à la une. La prison, la police, l'armée. Les révolutionnaires moulélistes sont les premières victimes d'une guerre civile qui ne fait que commencer. Sortis du peuple, ils luttent contre la confiscation de l'indépendance par les nouveaux maîtres noirs et blancs. Mais la répression ne fait que renforcer la détermination des insurgés. Ils sont très, très dangereux. Très dangereux, non. Quand on est de leur avis, quand on est pour eux, ils ne sont pas dangereux du tout. Ils sont venus en ennemi, mais ils sont repartis en amis. Ils ne vous ont pas dit ce qu'ils voulaient, en fait. Quel était le but de leur action? Leur action, c'est tout simplement, d'après ce qu'ils ont dit, changer le gouvernement. Parce qu'il y a trop de différence entre une certaine classe dirigeante et la classe ouvrière. N'ont-ils pas un peu raison? Dans un certain sens, oui. Oui, le but n'est pas mauvais. Reste à savoir si le fond est bon. Mai 64. À l'est du Congo, c'est l'insurrection des Simba, les lions. Leur succès est foudroyant. En quelques semaines, ils contrôlent plus du quart du territoire congolais. L'armée nationale recule ou se range à leur côté. À leur tête, Gaston Sounialo. Oui, mais alors, quelle possibilité voyez-vous pour venir à une fin de la crise congolaise? C'est le renversement pur et simple du régime. Et l'ANC, alors? Mais le remplacement, dans le média de l'armée dite nationale congolaise par l'armée populaire de libération. C'est-à-dire pratiquement un changement complet de la situation? Complet, sur le plan politique et sur le plan militaire. Mais comment voyez-vous la possibilité qu'on puisse arriver à ça, vu le fait que beaucoup de pays étrangers appuient un côté et l'autre côté? Mais nous ne dépendons pas des pays étrangers. Nous dépendons de l'Afrique. Oui. C'est à l'Afrique, n'est-ce pas, à donner la solution sur l'affaire congolaise. Mais une solution africaine signifie la défaite du néocolonialisme. L'échec d'Adoula et le succès grandissant des rébellions risquent d'entraîner le Congo loin du camp occidental. Le départ de l'ONU laisse le champ libre à une dernière épreuve de force. Pour rétablir l'ordre, les Occidentaux ont besoin d'un homme providentiel. Cet homme est un revenant, Moïse Tshombe. Ce soir, ou le plus vite possible. Je m'en vais, je retourne chez moi. J'ai toujours déclaré que je rentrerai chez moi et je rentre chez moi. À Léopoldville ou Elisabethville? Mais Léopoldville, c'est chez moi. À Léopoldville, un homme pour l'accueillir, Joseph Désiré Mobutu. Le véritable homme fort accueille l'homme providentiel. Tshombe promet un Congo nouveau, et dans 3 mois, dit-il, il y aura de l'argent pour tout le monde. Mais il ne précise ni d'où viendra l'argent, ni de quel Congo il s'agira. Tshombe ne vient pas seul. Dans ses bagages, ses conseillers, ses mercenaires. Le Katanga lui a servi d'école. Son nouveau Congo est un Congo à la katangaise. La boucle est bouclée. Les mercenaires seront le fer de lance de la reconquête du pays, car c'est bien de reconquête qu'il s'agit. Objectif prioritaire de la reconquête, Stanleyville, devenue capitale d'une république populaire du Congo. Mercenaires et armée nationale congolaise, menés par des officiers belges, foncent vers la nouvelle capitale. La répression est féroce. Cette fois, il s'agit d'écraser définitivement la résistance de ceux qui, comme Lumumba, voulaient l'indépendance nationale et l'émancipation sociale. Les para-belges appuient l'assaut. But déclaré, sauver les civils européens, rester sur place. But réel, anéantir la République populaire du Congo. Pour le colonel Mobutu, en tout cas, pas de vain prétexte.
la survie des otages blancs passe à l'arrière-plan. C'est pas moi, si en arrivant, nous trouverons encore des otages contre les mains des rebelles. Coût de l'opération, des milliers de Noirs tués et une centaine d'otages blancs, ceux-là même qui servirent de prétexte. À quel moment a commencé la fusillade? Est-ce que c'est au moment où les parachutistes sont arrivés? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? Au moment où les parachutistes sont arrivés. Ils nous ont fait sortir de l'hôtel, c'était à quelques 200-300 mètres de l'hôtel, et là, ils nous ont fait stopper, et un major de chez eux est venu chez nous, nous a menacés, a fait demi-tour. Au moment où il a fait demi-tour, il a vu le premier para qui arrivait, il s'est retourné et il a tiré sur nous. Alors ils ont dit, halt, asseyez-vous, tout le monde assis. Et on s'est assis. En ce moment-là, les Simba, donc les rebelles qui étaient en fuite de l'aérodrome, sont tombés sur la ville. Et ils nous ont vus. Et ils ont commencé à crier. Ils sont toujours là, les Blancs. Pourquoi vous n'avez pas encore tué? Commencez, tirez dedans. Les parachutistes sont ici tout près. Ils étaient à 50 mètres. Alors les types, ils ont le colonel OPP. Il paraît, je ne sais pas le dire avec exactitude, qu'il a voulu éviter un massacre. Mais ils ont ouvert le feu comme ça. En Afrique et dans le monde, l'intervention belge suscite l'indignation. The OAU Ad hoc Commission on the Congo strongly condemns and protests against foreign military intervention in the Congo by the governments of the United States of America, Belgium, Britain, and all those who have made this intervention possible. La Belgique rapatrie les victimes de sa politique et tente de se justifier devant l'opinion internationale. Mais messieurs, voulez-vous me dire quelle serait la situation des hommes responsables aux États-Unis et en Belgique si nous n'avions pas fait l'opération et si quelques dizaines d'étrangers avaient été assassinés à Stanleyville? Là, notre remords aurait été certain, car nous aurions vécu avec l'idée que nous aurions pu les sauver et que, n'osant pas prendre nos responsabilités politiques, nous les avions laissés massacrer. Il y a une autre politique que la Belgique peut faire au Congo, c'est tout abandonner. Monsieur le Président, la Belgique n'est ni colonialiste, ni néocolonialiste, ni impérialiste. Le Belge, Monsieur le Président, n'est ni cruel, ni raciste. Le ministre des Affaires étrangères de Belgique en apporte ici fièrement devant vous le témoignage formel et solennel. Cependant, la reconquête des territoires insurgés continue dans le sang et la terreur. Ici encore, soldats congolais et mercenaires sont de la partie. Les équipes polyvalentes belges se chargent de la normalisation. Par milliers, des réfugiés tentent d'échapper aux horreurs de la guerre civile. Au cours de son séjour à Bruxelles, le Premier ministre congolais, Moïse Tshombe, a été reçu au Palais Royal. Il a exprimé au souverain la gratitude du Congo envers la Belgique. Tshombe s'efforce à son tour de régler le vieux contentieux économique belgo-congolais. Il se heurte lui aussi au veto catégorique des grandes sociétés coloniales. Celles-ci resteront belges. En revanche, il reçoit un chèque de 92 millions de francs de l'Union minière comme arriéré de paiement. Piètre consolation par rapport aux 47 milliards du contentieux. Nous voilà
plus unis aujourd'hui que nous l'étions hier, avec des intérêts qui s'interpénètrent très profondément. Il me reste à vous souhaiter bonne chance dans la réalisation de vos objectifs politiques, car dans une certaine mesure, votre bonne chance sera notre bonne chance à nous, Belges aussi. Je vous remercie de ce que vous avez fait, de l'aide que vous nous avez apportée. Très heureux de vous avoir reçu. Nous avons réglé beaucoup de problèmes qui étaient restés en suspens depuis plus de 4 ans. Grâce à ces négociations, le Congo a acquis sa véritable indépendance. Tenez, je vous ai tout de même encore apporté une petite valise ici pour que vous puissiez emballer le portefeuille. De retour au pays, Tshombe monnaie son chèque à des fins de politique intérieure. Il prépare les élections législatives de juillet 65. Nul ne connaîtra les manœuvres qui ont présidé à ces élections. Mais Tshombe, monsieur Tiroir-Caisse, comme on disait alors, remporte un succès qui, croit-il, renforce ses positions. Sûr de lui, il prépare la prochaine étape de son ascension, l'élection présidentielle. Et pourtant, sa position sur le plan international devient infiniment plus fragile. Beaucoup de pays afro-asiatiques lui pardonnent mal ses compromissions avec la vieille métropole coloniale et son recours systématique aux armes occidentales ou mercenaires. Aux conférences panafricaines, les ténors du mouvement prennent position contre lui. Les Occidentaux vont larguer ce personnage décidément trop lourd à assumer sur la scène internationale. Tshombe se croit indispensable, il n'est plus que compromettant. Ici, Léopoldville. Au moment où je vous parle, il y a 1 jour et demi que le gouvernement de M. Tshombe a été révoqué par le président Kasavubu et le nouveau formateur, M. Kimba, poursuit ses consultations en vue de former un gouvernement d'union nationale. Pour en revenir à l'éviction de M. Tshombe, tout le monde ici fait le rapprochement avec les événements de septembre 1960, lorsque le président Kasavubu mit fin, de façon tout à fait analogue, juridiquement parlant, au gouvernement de Patrice Lumumba. Et pourtant, on est loin, on est très loin de l'atmosphère dramatique et des suspens fiévreux d'il y a 5 ans. Aujourd'hui, Léopoldville est calme, d'un calme plat. Et ce calme est insolite au point que certains journaux s'étonnent qu'il n'y ait pas eu de manifestation populaire en faveur de M. Tshombe. Mais non, Léopoldville paraît absolument indifférent au jeu politique du moment. Quant à M. Tshombe, il se tait, il ne veut voir personne et il ne fait pas de commentaires. Tandis que Tshombe fait de l'obstruction parlementaire, Mobutu, poussé par les Américains, prépare le coup d'État définitif qui le portera au pouvoir. 25 novembre 1965, il destitue le président Kasavubu et suspend l'activité du Parlement. L'armée ne fera plus jamais de politique, avait-il dit. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre la décision que vous avez prise? C'était pour éviter l'effusion du sang, parce que pour moi, le sang congolais, n'est-ce pas, est précieux. Et pour éviter, n'est-ce pas, le chaos, je ne savais pas en conscience prendre parti au nom de l'armée, ni pour l'un ni pour l'autre. Alors j'ai réuni tous mes officiers, sous-officiers, je leur ai posé la question, n'est-ce pas, le problème d'une façon brutale. Dans cette affaire, je suis d'ailleurs le seul élément modérateur, puisque tout le monde m'a poussé, n'est-ce pas, à opérer un coup d'État militaire. Et au lieu de le faire, n'est-ce pas, j'ai neutralisé les politiciens en leur donnant, n'est-ce pas, un délai. De temps pour qu'ils puissent se mettre d'accord. Tshombe ne comprend pas que pour lui, c'est la fin. Exilé une nouvelle fois, condamné par contumace, il mourra quelques années plus tard, prisonnier, en Algérie. Entre-temps, la dictature militaire s'installe et pour longtemps. Les partis et les syndicats sont supprimés. Le rôle du Parlement est réduit à une simple chambre d'entérinement. La vie démocratique s'en va en poussière. Un nouveau chapitre du Congo, bientôt rebaptisé Zaïre, s'ouvre ici, celui du Mobutisme. Dans l'ordre rétabli du Zaïre au Congo, s'installe et prospère le nouvel ordre colonial. Bradeurs de peuple, maraudeurs de cuivre, diamants, ivoire, terreurs nues, terreurs en laisse, princes et escrocs de mes frères ensanglantés, faux frères, tuteurs pervers de notre mère bafouée, isolez-vous.
consommez vos pouvoirs de matraque, de crosse, de mitraillettes mercenaires. Bradeurs de peuple, fils pourtant d'Afrique, mère noire, père noir, frères ouvriers, paysans, sœurs, femmes, servantes, mères, traîtres, traîtres de ma mère, traîtres de mon père, que les temps sourds bercent d'appels angoissés, de sommeil sans rêve, je vous hais.